Déjà, la réussite, c'est l'atteinte de l'objectif. Et en cela, elle dépend de la perspective de l'acteur concerné. Concrètement, quand on parle du chef de projet, du pilote opérationnel, pour lui, la réussite, c'est le fait d'honorer son contrat de projet, c'est-à-dire son engagement vis-à-vis de son pilote stratégique sur la base traditionnelle, exigence, coût, délai. Pour le pilote stratégique, président du comité de pilotage, la réussite, c'est honorer le contrat qui le lie au commanditaire, c'est-à-dire honorer le business case et atteindre l'objectif stratégique qui est inscrit dans les délais et avec les coûts qui lui ont été donnés. Vous voyez, pour résumer, la maîtrise, c'est le chef de projet, la réussite, c'est le pilote stratégique. Il doit tout d'abord s'assurer de la qualité de son dispositif projet. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé, un dispositif projet, c'est l'engagement, l'organisation, l'équipe qui porte l'ensemble et le positionnement du projet et des porteurs du projet vis-à-vis du pilote stratégique au sens politique du terme et vis-à-vis des clients et des utilisateurs au sens intégration et ergonomie sociale. Donc le pilote stratégique doit s'assurer que l'engagement projet a été posé de façon techniquement correcte et que cet engagement est pertinent, et d'un autre côté, qu'il est piloté de façon opérationnelle en maîtrise. Oui et non. Le travail des lignes hiérarchiques, c'est effectivement de s'assurer que leurs hommes font leur travail selon les règles de l'art et correctement. Je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, si vous voulez, dans le contrat de projet, et le mot contrat n'est pas innocent, dans le contrat de projet, le client, c'est le pilote stratégique. Et c'est au client de vérifier, de s'assurer que le contrat qu'on lui propose tient effectivement la route. Au-delà de cet aspect qui n'est pas vraiment une figure de style, qui a du sens, mais si on rentre un peu plus dans le détail, on se rend compte que c'est bien le pilote stratégique qui fixe le tempo, notamment lors du démarrage du projet. C'est lui, par exemple, qui va demander aux porteurs du projet de prendre le temps de poser un engagement correct. Rappelez-vous ce qu'on a dit concernant la contractualisation. C'est lui qui va presque les forcer à prendre ce temps pour poser un engagement correct, plutôt que de foncer tête baissée dans la conception et la réalisation du projet, et de connaître toutes les souffrances qu'on connaît par ailleurs. Sur un plan encore plus profond, c'est lui qui fixe la doctrine. C'est lui, si vous voulez, qui doit par exemple dire si on fait du pilotage par les délais ou pas. C'est lui qui doit dire si on travaille ensemble, si on utilise l'ingénierie concurrente, ou si on se met chacun dans son coin et on travaille en silo et on s'envoie des mails. Vous voyez, son rôle là-dessus est absolument essentiel. Son rôle est tout aussi important sur la partie pilotage. Si vous voulez, c'est clairement lui qui, par ses exigences, va amener les chefs de projet à piloter en boîte noire ou à piloter en boîte blanche sur la table. Par exemple, dans le reporting du projet, c'est lui qui va soit exiger un reporting poli avec, à la consultant PowerPoint, avec des smileys, des nuages et des soleils, ou demander à avoir un reporting qui reflète la réalité du projet avec ses aspérités, avec les vrais risques sur la table, parfois avec des mots un peu techniques, mais il suffit qu'il établisse un rapport de confiance avec ses chefs de projet pour que ceux-ci parlent et ils sont capables de parler et de s'expliquer, du moment où on se donne la peine d'écouter. Et son attitude, de façon générale, va induire la qualité du pilotage du projet dans sa qualité intrinsèque, comme on vient de le voir, mais aussi dans la qualité de relation qui lie les chefs de projet, qui le lie aux chefs de projet. Il faut bien se rendre compte que les chefs de projet sont très souvent à N-3, 4, 5, voire plus du pilote stratégique, et que ce n'est pas nécessairement une démarche naturelle chez eux que d'aller frapper à la porte du pilote stratégique pour discuter avec lui. Nous avons connu des exemples où les chefs de projet avaient l'obsession d'aller jusqu'au comité de pilotage de lancement opérationnel du projet avec 2 ou 3 scénarios finalisés jusqu'au bout, ce qui est juste impossible à faire, plutôt que, de façon très naturelle, d'aller voir le pilote stratégique et de lui dire « Madame, monsieur, voilà, on a ces premières options, ce n'est pas quelque chose de très précis pour le moment, on n'a qu'une semaine ou une semaine et demie de travail sur le contrat de projet, sur un mois, mais on a 2-3 pistes et quelle est la piste qui vous semble la plus plausible, la plus raisonnable. »
Donc vous voyez, son rôle est fondamental, c'est clairement lui qui fixe les règles du jeu en termes d'engagement. Oui, bien sûr qu'il a un rôle, il a un rôle tout aussi capital. Rappelez-vous, les autres axes, c'est l'équipe, euh, les hommes, au sens large du terme. C'est clairement lui, là aussi, qui va s'assurer que cet axe a été pris en compte dans la construction du projet. Que, comme l'a dit Marie-France Fourier dans son interview, on a donné à l'équipe pas seulement le temps, mais on a donné aussi à l'équipe le moyen, avec de l'appui d'un coach interne ou externe, peu importe si besoin, de se poser, de se reconnaître, de se former, de reconnaître les apports de chacun, de mettre en place ces dispositifs d'anticipation, de régulation, de poser sa vision, de poser ses capacités d'apprentissage, etc., etc. Tout un tas d'éléments qui sont absolument essentiels. Si on en prend soin dès le départ, on va avoir une équipe, et quand j'entends équipe, bien sûr, j'entends l'équipe étendue qui comporte les métiers, les industriels, les sociétés de services, les prestataires sous toute forme, les maîtres d'œuvre, les équipes opérations, etc., qui vont travailler sur un projet. Et bien, si le pilote stratégique le demande, il peut se donner les moyens pour aider ces équipes à se former, à apprendre à travailler ensemble. Il en va de même, si vous voulez, sur l'axe organisationnel, dont nous avons parlé lors d'une précédente interview. Là aussi, c'est donner le temps pour poser un engagement solide, c'est aussi donner le temps et demander à ce que l'organisation soit réfléchie ensemble, que le vocabulaire commun soit défini ensemble, qu'on ne se satisfasse pas d'un PAQ sorti d'une armoire qualité, mais qu'on le travaille effectivement ensemble et qu'on définisse le sens des termes ensemble. Le dernier aspect du dispositif, là aussi, si jamais il y a une problématique d'intégration, c'est clairement le pilote stratégique qui doit s'assurer que les clients, les usagers, les utilisateurs, ceux qui vont utiliser effectivement le système, ceux qui vont faire le vrai travail sur le terrain, sont bien intégrés dans le projet, à minima par des techniques d'ingénierie concurrente, de conception ensemble, de construction ensemble, et quand c'est nécessaire, que les instances représentatives du personnel ont bien été intégrées dans la boucle. Déjà, si vous voulez, quand on parle de pilotage stratégique, le pilotage stratégique se fait sur la base d'un business case. On en a parlé au début, le business case, c'est le contrat qui lie le donneur d'ordre, le commanditaire, avec le pilote stratégique. C'est ce qui permet de clarifier les objectifs stratégiques à atteindre, comment on les mesure, qui va les mesurer, quand on va les atteindre, un peu aussi le comment on va les atteindre, mais en laissant une certaine flexibilité au pilote stratégique. C'est son autorité de pilote stratégique d'adapter les séquences du projet selon les cas, et le délai auquel on va atteindre les objectifs. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Il faut, si vous voulez, tout d'abord de la maîtrise au niveau tactique et opérationnel, et on en a déjà parlé. Il faut aussi de la flexibilité au niveau stratégique. Comme le général sur un champ de bataille, le pilote stratégique doit avoir de la flexibilité, doit avoir des réserves, doit avoir la capacité de les engager, doit avoir la capacité de manœuvrer sur le terrain. Et là-dessus, je vous renvoie déjà du point de vue méthode. Après, il y a d'autres sujets concernant la manœuvre. Mais déjà, du point de vue méthode, je vous envoie à l'excellent référentiel qui est Prince 2, qui va poser un certain nombre de principes, notamment le pilotage par séquence, c'est-à-dire plutôt que de faire un grand projet de quelques années, on va essayer de découper le projet en séquences de façon à ce qu'à la fin de chacune, on soit capable, au pire, d'arrêter, au mieux de continuer et au plus probable d'adapter les séquences suivantes, avec une vision de la part du pilote stratégique et une vraie capacité de décision de la part du pilote stratégique sur la base du business case, avec une logique de délégation bien encapsulée, bien encadrée, par ce qu'on va appeler le pilotage par exception, c'est-à-dire la capacité de déléguer dans le cadre d'un contrat de projet sur tout le projet ou sur une séquence, une cible opérationnelle au chef de projet avec des marges en leur disant tant que vous restez à l'intérieur des marges, vous avancez. Dès que vous pensez que vous voulez toucher aux marges ou sortir des marges, que ce soit un risque ou un problème donc avéré,
et ben, vous remontez au pilotage stratégique et on voit comment résoudre le problème. Donc vous voyez, tout un tas de techniques qui permettent cette flexibilité au niveau stratégique. Euh, Non, non, ce n'est pas Superman, non. C'est assez drôle que vous me posiez cette question, parce que d'habitude, si vous voulez, on nous oppose l'idée contraire, en nous disant, mais vous savez, c'est des directeurs, ils n'ont pas le temps, ils savent déjà, et nous, on répond, mais écoutez, ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps, mais il faut quand même qu'ils prennent le temps de se former aux techniques et aux méthodes de pilotage stratégique, parce que ce n'est pas quelque chose d'intuitif, et que ça, je ne vais pas dire c'est un vrai métier, mais c'est un vrai rôle. Pour revenir à votre propos, non, ce n'est pas Superman. Il faut bien se rendre compte que le pilote stratégique n'est pas seul dans cette affaire. Si vous vous rappelez, dans l'une de nos précédentes interviews, nous avons eu le temps et l'opportunité de discuter de l'unité d'appui au projet, programme, portefeuille. Cette unité qu'on appelle PMO, P3O, enfin, à qui on donne un certain nombre d'étiquettes, qui sur le fond est formée d'ingénieurs en organisation spécialistes du projet, du programme et du portefeuille de projet de programme. Cette unité va déployer des hommes pour aider le pilote stratégique. On en a parlé, si vous voulez, comme étant la fée qui se penche sur le berceau du projet à sa naissance, mais cette fée a un commanditaire, et son commanditaire, c'est le pilote stratégique. C'est ces ingénieurs en organisation qui vont aider le pilote stratégique à instancier les différentes vérifications dont nous avons parlé, à déployer de l'appui, voire du contrôle quand cela est nécessaire. Il faut retenir que le pilote stratégique est l'architecte de la réussite du projet, qu'il peut se donner les moyens à son niveau et au niveau de son équipe pour assurer la maîtrise de son projet. Cette maîtrise, c'est le premier pilier, c'est le premier pied, si on peut emprunter cette expression, qui va lui permettre de marcher vers la réussite de son projet. Le deuxième, c'est la manœuvre. Si vous voulez, je peux juste introduire le sujet de façon relativement simple. Pour réussir un projet, il faut avoir les deux piliers. Il faut avoir la maîtrise et la manœuvre. La maîtrise sans la manœuvre fige le stratège, et la manœuvre sans la maîtrise, c'est une illusion. On se fait plaisir, mais on n'y arrive pas. Pour y arriver, il faut les deux. Mais je vais laisser mon ami Pierre Fayard, fin connaisseur de Sun Tzu et excellent enseignant en manœuvre stratégique, vous en parler lors de la prochaine interview.